On vient de voir que dans la manière d'utiliser l'autofocus, tout le monde n'avait pas les mêmes envies, les mêmes besoins en fonction des types de photos. On retrouve la même chose dans la mesure de la lumière. On peut se dire qu'il n'y a qu'une seule manière de faire une photo correctement exposée, c'est d'avoir le bon couple vitesse, ouverture, sensibilité, mais c'est un petit peu plus compliqué parce que ça va dépendre de ce que vous privilégiez sur une photo. Et pour ça, votre appareil photo a plusieurs méthodes pour mesurer la lumière et il va inclure ou non certains éléments de votre image dans cette mesure. Alors là encore, il y a des différences entre Canon et Nikon, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu dans les détails et je pense que si vous avez le manuel sous la main, vous trouverez la correspondance dans chaque marque. On accède généralement au type de réglage de la lumière de la même manière que pour le réglage de l'autofocus. Sur ce type de boîtier, il y a un bouton dédié dessus qui est représenté par un petit picto assez indescriptible. C'est un rectangle avec un point, des parenthèses dedans. Là encore, il m'a fallu des années pour comprendre quel picto correspondait à quoi. J'ai beau relire le manuel régulièrement, c'est super difficile de s'en souvenir. Vous verrez, c'est pas forcément si grave que ça. Alors, le premier mode de réglage, c'est ce qu'on appelle chez Canon la mesure évaluative. Bizarre hein, comme nom. Chez Nikon, ils appellent ça matriciel. À la limite, matriciel, c'est plus clair, parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le principe de cette mesure, évaluative ou matricielle, c'est de diviser l'image en gros pixels ou en grands carrés, comme vous voulez. Ça va dépendre de chaque marque et chaque modèle. Imaginons par exemple que notre réflexe ici divise la surface de l'image en 100 gros carrés. À partir de là, quand je vais appuyer à mi-course, qui va faire la mise au point, il va aussi mesurer la lumière. Et ce qu'il va faire, c'est mesurer la luminosité de chaque petit carré, indépendamment. Et après, avec ces informations, avec la position du carré et la valeur de lumière, il va l'analyser afin de détecter et d'adapter au mieux la mesure. Je vous prends un exemple concret. Imaginons que vous faisiez un portrait en contre-jour. Un cas typique, vous êtes au restaurant, vous voulez prendre une personne, derrière il y a une vitre, vous faites la photo, attention contre-jour. Comment est-ce que l'appareil photo peut détecter un contre-jour ? Il n'a pas un œil comme le vôtre, il ne sait pas qu'il est dans un restaurant. Par contre, ce qu'il sait, c'est que sur certains carrés, il y a énormément de lumière, et pourtant juste à côté, le carré d'à côté, il n'y en a pas beaucoup, c'est très très sombre. Alors après, en fonction de chaque modèle et chaque nouveau modèle, il y a des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour essayer de deviner, pour que l'appareil puisse deviner dans quelle situation il est. Plus les carrés vont être petits, plus on va s'approcher finalement d'une analyse presque pixel par pixel sur le capteur, et plus l'appareil photo est capable de comparer ces situations avec éventuellement une base de données d'images intégrées. Alors c'est pas des photos comme celles que vous faites, ça va être des données brutes et puis ça sera pas aussi précis. Mais si l'appareil photo arrive à comparer une situation à une autre qu'il a déjà en mémoire, il va savoir comment s'ajuster et comment éviter de se faire piéger. Donc si on reprend notre exemple de portrait à contre-jour, le fait qu'il constate qu'il y ait à côté des zones très claires et juste à côté des zones très sombres va lui indiquer qu'il est probablement dans un cas de contre-jour et du coup il doit surexposer la photo
par rapport à une moyenne. S'il faisait juste la moyenne de chacun de ces petits carrés, l'image serait sous-exposée. Mais le fait qu'il soit très contrasté, il se doute qu'il est dans une zone, dans un cas de contre-jour. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça marche ou ça marche pas. Je dirais, le plus gros inconvénient de ce type de mesure, c'est que on l'a fait passer pour très intelligente, ce qu'elle est probablement, mais c'est très difficile de savoir à l'avance comment elle va réagir, ce qu'elle va intégrer ou non. Vous ne le saurez pas trop, c'est un petit peu délicat. De la même manière, cette zone va privilégier l'endroit où vous faites la mise au point. Si vous avez choisi un collimateur, par exemple le plus à droite, et que ce collimateur est sur une zone sombre, il va se dire « c'est bizarre quand même ». Là, alors certes, il y a des trucs très clairs, mais la personne, elle veut faire la mise au point sur un truc très sombre. Probablement que ce qui l'intéresse, c'est cette zone sombre, donc je vais essayer d'exposer correctement la zone qui est à cet endroit où la mise au point est faite. Donc voilà pour la mesure évaluative ou matricielle. Ça reste quand même l'une des plus fiables, qui vous permettent de vous sortir de situations assez compliquées de la meilleure manière qui soit. C'est aussi celle qui évolue le plus. Les mesures matricielles d'il y a 10 ans sont beaucoup moins performantes que celles d'aujourd'hui. Donc malgré tout, ça reste quand même la mesure la plus fiable sur un appareil photo de ce type.